Rendez-vous de votre magazine Synopsis qui reçoit ce jour son numéro, M. Corneille Moulumba Moujangi. Il est analyste politique, pionnier de l'Union pour la démocratie et le progrès social, qui a rédigé un livre très capital et très fondamental pour l'émergence de la République démocratique du Congo. Un livre qui constitue ou qui porte à son sein des questions questionnantes sur le développement de la République démocratique du Congo. Ce livre s'intitule « Piliers dynamiques pour un grand Congo ». Comme vous le savez, nous l'avons décortiqué dernièrement. Aujourd'hui, nous allons décortiquer la partie économique de ces livres qui s'intitule, c'est en fait la deuxième partie de ces livres qui s'intitule Une économie pour un grand Congo. Bonsoir, M. Corneille Moulumba. Bonsoir, M. Di. Comment vous allez? Mais ça va, on se porte bien. L'actualité oblige, l'ancien président angolais vient de tirer sa révérence, à l'occurrence Eduardo dos Santos. Comment, en fait, quelle lecture faites-vous de cet illustre disparu? Non, dos Santos, comme celui qui l'avait précédé, sont des personnes qui se sont battues pour l'indépendance de leur pays. Et donc de l'Afrique, n'est-ce pas? Ils ont arraché la victoire, l'indépendance du Portugal. Je leur dois du respect en tant que politique, bien sûr, en tant qu'humain, puisque chaque fois qu'on perd quelqu'un de ses trempes, on peut que témoigner de la compassion, mais il est vrai que outre la sympathie et la compassion qu'on peut avoir, on perd aussi un homme, une valeur pour l'Afrique, c'est-à-dire des personnes qui ont le courage de défendre leurs opinions, de défendre leurs idées, et nous avons besoin de ce genre d'hommes en Afrique et dans notre pays. Très bien. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit loué. Abordons maintenant la deuxième partie de votre livre, Une économie pour un grand Congo. Là, vous parlez de la dédollarisation de l'économie congolaise. Quels sont les mobiles qui vous ont poussé d'aborder cette partie essentielle sur l'économie de la République démocratique du Congo? Non, mais c'est très important de comprendre. La monnaie, c'est un élément essentiel dans une économie. C'est avec la monnaie qu'on paye les salaires, c'est avec la monnaie que les salariés payent la production, c'est avec la monnaie qu'on... je veux dire que ceux qui vendent et reçoivent en contrepartie de la monnaie. Donc, c'est un élément déterminant dans une économie. La monnaie, puisque c'est un élément déterminant, vous devez la contrôler. C'est pour ça que je dis que nous devons avoir notre propre monnaie. Quand vous travaillez, votre économie fonctionne avec la monnaie des autres. Observez dans notre pays, bien des salaires sont payés en dollars. Bien de magasins vendent en dollars. Tout se fait en dollars, pratiquement. Or, le dollar, nous ne le produisons pas. Ce sont les États-Unis qui produisent le dollar. En conséquence, ils en produisent comme ils veulent, ou ils en retranchent du marché comme ils veulent chez nous. C'est-à-dire qu'avec ça, si on déverse beaucoup de dollars sur le marché, on va avoir une baisse du cours du dollar, et tout le monde va applaudir que voilà, le gouvernement est compétent. Par contre, si on retire les dollars sur le marché, le dollar, sa valeur va augmenter, on va dire que le gouvernement est incompétent. Le dollar, quand il augmente, ça veut dire que tous les produits, puisqu'on achète tout en dollars, puisqu'on importe tout en dollars, cela va automatiquement, les prix vont grimper. Donc, si nous voulons avoir notre propre politique, nous devons utiliser notre propre monnaie. Nous imprimons notre monnaie en fonction des besoins présentés par notre économie. On doit payer des salaires pour permettre d'acheter la production. On doit payer, les producteurs doivent vendre. Si tout se passe en dollars, il n'y a pas de problème. Le danger que nous avons connu ici, pas le danger, la mauvaise réputation que nous avons connue ici, c'est quoi dans le passé? C'est qu'on produit le franc congolais ou bien le Zaïre monnaie dans le temps, et 30 minutes après, vous le retrouvez des paquets de liasses sur Oshwe ou bien Kandakanda, où on est en train de l'échanger contre les dollars. À partir de ce moment-là, la valeur du dollar augmente
et les prix des biens de consommation augmentent aussi. Alors si maintenant, ce qu'on appelle l'inflation, si maintenant on produit juste ce qu'il faut pour payer effectivement des personnes qui travaillent, on paye les salaires, et uniquement pour donner des crédits éventuellement à des producteurs qui produisent pour vendre, il n'y aura aucun problème. Donc je pense qu'il est important pour notre politique d'avoir notre propre monnaie et de la contrôler. Faudra-t-il admettre aujourd'hui, selon Corneille Mulumba, que l'usage du dollar monnaie sur les territoires de la République démocratique du Congo s'est fait en violation de la Constitution? Ça s'est fait d'abord en violation de la Constitution, parce que la Constitution prévoit qu'il n'y a que le franc congolais. Oui. Ça, c'est la première chose. Maintenant, et il appartient aux autorités de faire respecter la Constitution. C'est une violation grave, parce qu'elle a un impact direct sur les conditions de vie des populations. Nous sommes dépendants aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez imaginer que dans un pays où nous ne produisons pas, parce que nous ne finançons pas la production, n'est-ce pas, qu'on doit donc importer tout ce que nous consommons, et pour importer, on doit sortir les dollars. Or, le dollar aurait dû être affecté exclusivement à des biens de transformation, d'équipement, je veux dire, et pas pour acheter en RDC. Donc, c'est une grosse erreur à laquelle nous devons le plus tôt possible mettre fin. Mais M. Corneille Mulumba, que faut-il faire pour que l'usage du dollar ne constitue pas un frein pour l'émergence de la République démocratique du Congo? Non, mais pour le moment, je pense que, commençons par dire, voilà, nous prenons devant nous, par exemple, 3 mois, en avertissant les gens pour dire que dans tel moment, le dollar n'aura plus cours en RDC. Première chose. La deuxième, il faut que nous équipions suffisamment, les matériaux suffisamment, notre banque centrale, notre hôtel de monnaie, pour qu'effectivement on ait la capacité, la possibilité de produire, qu'on ne manque pas de la monnaie. Si quelqu'un va à la banque, il a besoin de son argent, il va à la banque pour retirer des fonds, qu'il y ait suffisamment de fonds en réserve pour le servir. Le problème se pose alors quand quelqu'un va à la banque pour prendre son argent et que là, il n'y a pas on me dit qu'il n'y a pas de liquidité, alors la personne a tendance à, quand elle trouve de l'argent, de garder l'argent à la maison. Ça qu'on appelle la trésorisation. Et quand beaucoup d'argent est gardé à la maison, cela fait perdre à votre monnaie de la valeur. Donc il faut, c'est un monde de gestion, il faut éduquer la population aussi. Aujourd'hui, on est facilité avec les mobile money et tout ça, mettre tout ça en jeu pour qu'effectivement, qu'il n'y ait pas de dollars, 2, qu'il n'y ait pas trop de masse monétaire sur le marché, et que le strict minimum nécessaire tel que sollicité par l'économie puisse être produit. Mais en fait, selon vous, vous avez dit que pour garder plus haut l'économie de la République démocratique du Congo, il faut que nous puissions consommer ce que nous produisons. Mais dans les cas contraires, qu'il faudra-t-il faire? Non, mais c'est la base même de toute économie. Oui. Produire ce que vous consommez. Oui. Et consommer ce que vous produisez. Oui. Aujourd'hui, tout ce que nous consommons est importé. C'est là le hiatus, c'est là où il y a du dysfonctionnement. Consommons ce que nous produisons. Maïs, manioc, patates douces, bananes, plantains, nous avons des points élevés, nous avons les fleuves, des rivières, des étangs, aujourd'hui, beaucoup de possibilités. Alors, tant que nous consommons ça, nous donnons du travail. Si nous consommons les poissons du fleuve, nous payons à ceux qui ont produit ce poisson. Donc, ils ont des revenus qui leur permet eux-mêmes de payer l'école de leurs enfants, de manger à la maison. Si nous achetons du maïs, ici à Congolais, nous permettons aux producteurs de maïs d'avoir des revenus qui leur permettent aussi de prendre en charge de leur famille. Mais en lieu et place, pourquoi ne pas opter pour une politique d'économie mixte qui favoriserait également la coexistence des méthodes libérales et celles d'inspiration socialiste? Non, mais la question que j'ai dit là, ça ne concerne pas comment dirais-je, le système économique. Oui. Hein? J'ai parlé seulement, c'est une leçon élémentaire que n'importe. Non, mais là vous avez donné des principes pour garder plus haut l'économie de la République démocratique du Congo. Peut-être que notre économie ne tient pas
pourquoi ne pas chercher ailleurs pour qu'il y ait une bonne économie? C'est pas ça. On ne peut pas dire qu'elle ne tient pas, puisque le minimum dont je parle là, on ne le fait pas. On utilise le dollar alors qu'on ne devrait pas. On consomme 3/4 de ce qui est importé. Avec ces deux éléments déjà, on déstabilise totalement notre économie. On tue nous-mêmes notre économie. Commençons par consommer exclusivement congolais. Produisons ce que nous consommons, consommons ce que nous produisons et servons-nous du franc congolais sur le marché congolais. Quelqu'un qui vient avec les dollars à l'aéroport, il doit s'en débarrasser, il doit y avoir des banques là-bas pour récupérer ça. Et le dollar, c'est pour acheter à l'étranger. Et pour acheter à l'étranger, achetons le strict minimum, c'est-à-dire les biens d'équipement pour que nous puissions produire dans le pays. Aucun salaire en RDC ne devrait être payé en dollars et tous les salaires devraient être payés par voie bancaire. Mais c'est Corneille Mulumba. Mettons-nous un peu d'accord sur un point. Vous êtes d'accord ou d'avis avec moi que la monnaie constitue donc, je dirais, les ponts des consommations et la production, telle que vous l'avez évoqué au cours de votre livre. Mais non, au cas où nous n'arrivons pas à produire et que la rémunération va en même temps être difficile pour les communs des mortels. Mais maintenant, face à une telle situation, quelle solution préconisez-vous pour résoudre cet état des choses? Non, mais le problème ne va pas se poser pour la production. Nous sommes une population de plus de 100 millions d'habitants. Il y a plus de Congolais, n'est-ce pas, de population au Congo que dans tous les pays voisins mis ensemble. Nous avons donc un marché intérieur très important. Puisque nous avons tous ces millions de Congolais, plus de 100 millions de Congolais qu'il faut nourrir, qu'il faut soigner, qu'il faut habiller, qu'il faut transporter, c'est une grande activité. Et pour ça, puisque la demande intérieure est là, il faut donc des revenus pour que les gens puissent utiliser ces services et pouvoir se nourrir. Tout le monde mange. Il n'y a personne qui peut passer juste à manger. Même les animaux mangent. Tout le monde est habillé, s'habille. Tout le monde peut être malade d'être soigné. Donc, ces demandes-là sont là. Mais pensez-vous que cette demande constitue également les sources de financement de l'État pour l'émergence de la vie? Oui, mais parce que, si les gens travaillent, ils sont payés. S'ils payent, s'ils travaillent, ils sont rémunérés, ils payent l'impôt. Oui. Et l'État se retrouve, bien sûr, avec les impôts qui sont payés, et cela permet de payer ceux qui travaillent pour la construction de routes, de l'entretien de chemins de fer, de bâtiments, tout ce que vous voulez. Mais vous oubliez que l'État a 3 modes de financement. Oui. Il y a les taxes et l'impôt tel que vous venez de l'évoquer. Oui. Il y a l'endettement, mais aussi et surtout la planche à billets. Oui. Mais comment vous voulez tout simplement privilégier l'aspect production pour négliger cet état des choses? Non, non. La planche à billets, c'est un terme négatif, n'est-ce pas? Oui. Mais la planche à billets, c'est ce que les Américains sont en train de faire avec le dollar. C'est quoi la planche à billets? C'est produire, n'est-ce pas? Oui. Le problème, comme je l'ai dit, c'est seulement qu'il y ait adéquation entre la production de monnaie et l'activité économique. L'activité économique qui sollicite la production de billets pour payer les salaires, pour payer les producteurs. Donc, l'emprunt, oui, l'emprunt, nous pouvons y recourir en cas de nécessité. Et emprunter, quand on emprunte, ça veut dire qu'on doit rembourser. Oui. Il faut donc que ce qu'on emprunte serve effectivement à la production, et que cette production va être consommée d'une part et aussi vendue, n'est-ce pas, exportée éventuellement, pour qu'effectivement on soit en mesure de rembourser la dette qu'on a contractée. Il est un fait que si nous voulons commander à l'extérieur une usine, par exemple, qui supporte, il faut payer, on doit payer en dollars, n'est-ce pas? Pour payer en dollars, il faut que nous ayons des dollars. Soit que nous en avons suffisamment, soit que nous empruntons. Mais lorsque nous empruntons, c'est pour construire cette usine qui va produire, et ce qui va être produit va être vendu, ce qui nous permettra de rembourser. Vous comprenez? Donc, l'endettement, ce n'est pas un problème en soi. La question, qu'est-ce qu'on en fait? La planche à billets doit correspondre effectivement aux besoins. Ça veut dire que la production monétaire doit correspondre aux attentes et aux besoins de la population. Mais il y a une réflexion, M. Corneille Mulumba, par rapport également
à l'endettement par rapport à l'emprunt. Parce qu'une dette aujourd'hui, une dette en fait par définition, c'est en fait l'engagement qu'a un débiteur envers un créancier. Oui. Mais en principe, le débiteur est celui-là qui accepte de contracter librement une dette et qui en bénéficie. Oui. Mais dans le contexte du système monde, M. Corneille Mulumba, la dette n'est plus une affaire privée, car elle a désormais une dimension politique qui concerne toute la population et tous les peuples. Mais l'endettement de la plupart de nos pays devient insupportable, dans la mesure où les remboursements et les paiements d'intérêts exigés par les créanciers sont hors d'atteinte et empêchent toutes sortes de développements. C'est exact, mais partiellement, dans la mesure où, oui, comme je dis, ce que vous empruntez doit servir à financer l'investissement qui va produire, Oui. vous allez produire, que vous allez vendre, vous allez gagner, et ce que vous gagnez, une partie c'est pour vous, une partie c'est pour rembourser l'emprunt. Par exemple, la construction des infrastructures. Oui. Nous étions jusque-là en coopération avec nos partenaires privilégiés, entre guillemets, les pays occidentaux pour l'essentiel. Puisqu'ils contrôlaient ce que nous dirigeaient, ils nous imposaient pratiquement le projet qu'eux voulaient. Et, Lesquels de ces projets? s'il vous plaît? Lesquels de ces projets? Beaucoup. La voie du Zaïre, à l'époque, le pont Cécile, le bâtiment, Oui. généralement c'était leur partie. Les stades de martyrs, Mais les changeurs délimités. Mais ça, c'est pas les Occidentaux. Ouais. Les stades de martyrs sont les Asiatiques. Non, non, c'est dans les cadres de Non, mais l'endettement. je veux dire, oui. Oui, oui. Je veux dire quoi? Je veux dire que c'est ce qu'il y avait comme manière classique, n'est-ce pas? Vous empruntez, c'est autant, Oui. vous devez rembourser autant d'intérêts par an. Oui. Et généralement, cette dette-là ne finit jamais parce que chaque année, les intérêts augmentent. Hein, et comme ça que vous avez emprunté bien souvent, ça ne produit pas économiquement, n'est-ce pas? La voie du Zaïre, c'est très bien, mais ce qui est emprunté pour construire la voie du Zaïre à l'époque, ça ne produit pas quelque chose que vous pouvez vendre et gagner de l'argent, n'est-ce pas? Oui. Alors, maintenant vient une nouvelle forme de coopération, notamment avec les Chinois qui vous disent, écoutez, nous avons notre argent, on n'a pas besoin de votre argent, nous avons des équipements, nous avons de la technologie, vous décidez de ce que vous voulez, ce qui est important pour vous, et nous finançons, nous construisons. Maintenant, vous avez des minerais dont nous avons besoin, très important, et on fait une compensation. On exploite ensemble, on exploite les minerais. La production minière va être vendue. Une partie de ce qui est vendu va nous permettre de récupérer de l'argent que nous avons investi. Et vous aussi, de gagner un peu d'argent. Mais aussi, vous avez des infrastructures pour vous. Donc, il n'y a pas une dette d'argent qui chaque année accroît des intérêts. Donc, le tout c'est... Et pour ça, vous devez être libre et souverain. C'était le premier titre le premier chapitre de mon livre. Pourquoi? Parce que quand vous n'êtes pas souverain, ceux qui vous dominent, ceux qui vous contrôlent, ceux qui vous assujettissent, vous imposent des choses. C'est comme ça que lorsque on a on a fait les contrats chinois, vous avez vu le patron du Fonds monétaire international, M. Strauss-Kahn, débarquer ici pour dire que non, il faut arrêter ça. Vous arrêtez ça, vous comprenez pourquoi? Parce que tout ce qui venait, qu'on empruntait avant, on devait rembourser avec des intérêts, et la RDC avait des dettes jusqu'au cou. Alors, maintenant, cette nouvelle formule qui nous intéresse, nous avons des minerais. Nos minerais, nous ne les mangeons pas, n'est-ce pas? Mais au moins, nous pouvons les troquer contre des infrastructures dont nous avons besoin. Si des Strauss-Kahn et compagnie n'étaient pas venus ici pour faire pression, les pays occidentaux qui les représentent, pour essayer de bloquer la machine, aujourd'hui, il serait possible de prendre une voiture catch de Matadi et arriver à Kasumbalesa. Mais c'est Corneille Mulumba, vous parlez en fait du paiement d'intérêts qui fait que la RDC puisse être jusqu'au cou par rapport à cet endettement. Oui. Vous ne voyez pas que par là, l'audit de la dette devient indispensable, parce que l'audit consiste aujourd'hui à faire un examen minutieux du passé, démêler les chevaux et établir des responsabilités. Cette dette a servi à quoi? Parce qu'il y a certaines dettes qui ont servi à des projets mégalomaniaques qui n'ont pas permis le développement de la République démocratique du Congo. Les cas de l'EATNC, les cas du Palais du Peuple,
les cadres et tout, parce qu'il y a une certaine opinion qui estime que cette dette doit être appelée ce qu'on appelle les éléphants blancs, c'est-à-dire ceux qui ont produit l'endettement. Qu'en dites-vous? Ben, pour construire le palais du peuple, nous avons du ciment, nous avons des pierres, nous avons des ingénieurs, nous avons des architectes, des maçons, tout ce que vous voulez. On n'avait pas besoin pour ça d'aller emprunter à l'extérieur pour le faire. Si ceux qui travaillaient ce projet étaient payés en francs congolais ou en zaïre de l'époque, n'est-ce pas, on n'aurait pas eu cette dette-là. C'est comme aujourd'hui avec ces histoires de camps de militaires, le dossier qui a fait buzz ces derniers temps. Pour quelle raison on va commander en Inde ou pardon, en Turquie des maisons pour des militaires, alors que les militaires eux sont en train de chômer et que nous avons plein. Vous voyez des bêtises que nous avons commises. Effectivement, on peut faire, on aurait dû faire une audit de cette affaire. Pourquoi? Parce que nous avons connu un changement pacifique, une passation pacifique de pouvoir au sommet de l'État. Ce n'est pas comme s'il y avait un coup d'État, ce n'est pas comme s'il y avait une révolution, n'est-ce pas? Donc on avait le temps effectivement de voir ce qui est bien, ce qui n'était pas bien. S'il faut faire des audits pour savoir un peu. Notre dette, de quoi se compose-t-elle réellement? Nos minerais, qu'est-ce qu'il en est? Pour quelles raisons? Nous sommes un pays producteur d'or. Quelles sont nos réserves à nous, en tant que Congolais d'or? Ces réserves qui peuvent nous servir à soutenir notre monnaie, effectivement, par exemple, sur le marché international. Et donc, il y a toute une série de choses qui auraient dû être faites, qui n'ont pas été faites, justement, parce que quelque part, on n'a pas les mains libres. Donc, il y a des décisions que nous devons prendre, absolument, mais vous comprenez bien que si vous voulez dédollariser l'économie congolaise, vous aurez l'Occident sur le dos. Encore faut-il que vous, en interne, vous soyez suffisamment fort pour résister. Mais s'il faut émettre dans une même longueur d'onde que vous, M. Corneille Mulumba, faudra-t-il admettre aujourd'hui que la dette ou l'endettement ou c'est que l'Occident est en train de faire aux pays africains, cela devient un instrument de chantage et de domination. C'est un instrument de domination. Quand vous avez une dette de quelqu'un, que vous reconnaissez cette dette, cet homme-là a un avantage sur vous. Il a un instrument de pression. Il peut exiger sa dette maintenant, et comme il peut l'étaler sur le temps, en fonction de ce qu'il veut obtenir comme avantage. Donc, nous devons réduire au strict minimum notre dette extérieure. Malheureusement, depuis qu'il y a eu cette passation de pouvoir, aujourd'hui, moins de 4 ans, on est à plus de 7 milliards de dollars de dette. Alors, ça n'a pas de sens. On vous dit, on donne, le Fonds monétaire donne, le Banque mondiale donne. Ils ne donnent pas, ils vous prêtent. Et quand ils vous prêtent, vous devez rembourser, et avec des intérêts. Alors, remboursons ce qui nous permet empruntons ce qui nous permet de produire, à la limite de produire et de vendre. Mais vous empruntons pour les infrastructures que nous pouvons, et puis pour les infrastructures, il n'y a pas meilleure formule que celle que nous proposent les Chinois, de faire le troc, parce que ça ne nous tient pas la corde au cou. Les minerais sont là, ils ne s'envolent pas. On les exploite ensemble. Et formons les ingénieurs pour évaluer mieux le projet, pour évaluer. C'est avec vos ingénieurs qui vont rencontrer les ingénieurs d'autres pays qu'ensemble on peut ne pas être roulé. On parle beaucoup de contrats léonins, mais les contrats léonins, il y a deux possibilités. Ou bien ce que vous avez négocié sont malhonnêtes, ou bien ceux qui ne comprenaient rien. Je vais dire ceci. Aujourd'hui, nous n'avons rien pour évaluer nos minerais. Et si vous prenez la MIBA, par exemple, bon, on ne sait pas la valeur des gisements que nous avons. Mais si vous ne connaissez pas la valeur des gisements, ceux qui ont des satellites, qui ont les moyens technologiques modernes d'évaluation, eux, ils savent ce qu'il y a. Là, il y a du cobalt, il y a telle quantité de cobalt, au cours d'aujourd'hui, ça peut produire autant. Alors, vous négociez avec eux, oui, on dit ça vaut 5 millions. D'après vous, vous pensez avoir fait une bonne affaire. Ils vous donnent 5 millions, ils prennent ça. Mais eux, ils savent que ça vaut 5 milliards, parce qu'ils savent qu'il y a une étendue de ça. Donc, équipons-nous, certifions nos gisements miniers.
en faisant un grand travail de prospection de nos minerais, de nos gisements, identification et certification. Ça va nous permettre de mieux faire. Et surtout, formons beaucoup d'ingénieurs. Très bien. M. Corneille Mulumba, prenons maintenant le quatrième pilier de votre livre dans la deuxième partie, GECAMIN, la structure faîtière du secteur minier congolais. Oui. Votre analyse. Bon, l'idée que je propose de celle-ci. Oui. Aujourd'hui, si on pose la question, quelle est la contribution de l'or congolais dans l'économie congolaise? Posons la question au ministre, comment le gouvernement ne savent pas. Il y a bien d'autres minéraux qui ne figurent même pas dans le budget de l'État, n'est-ce pas? Oui. Alors, mon idée est de dire non. Puisque la RDC est un pays minier, centralisons le secteur minier, qui est un organisme spécialisé, qui ne change pas comme le gouvernement tout le temps, et donc qui peut centraliser les informations, toutes les informations. Au sein de la nouvelle GECAMIN, on aurait donc une filière diamant, une filière cuivre, une filière manganèse, une filière étain, ainsi de suite. De telle façon que les différentes filières fonctionnent, n'est-ce pas, installées au lieu de production, mais il y a une structure qui maîtrise tout ça parce qu'il faut un travail, de prospection pour savoir qu'est-ce que nous avons, il faut un travail de certification, n'est-ce pas, pour savoir qu'est-ce que ça vaut. Prospérité on dit qu'aujourd'hui, à ce stade, peut-être 30% des gisements congolais sont identifiés. Mais, pour son prospecter. Mais la RDC, 30% du sol congolais a été prospecté. La RDC, dans toutes les provinces, toutes les provinces sont minières, toutes les provinces sont agricoles. Donc, ça veut dire qu'en réalité, ce travail-là n'a pas été fait. Ce que nous avons aujourd'hui comme gisement, c'est ce que les Belges avaient laissé. Ce n'est pas normal. Et puis, entre-temps, la technologie a évolué. Utilisons les satellites, signons des partenariats avec ceux qui peuvent avec qui on peut échanger pour connaître effectivement qu'est-ce que nous avons où et à quelle quantité. Mais M. Corneille Mulumba, lorsque vous abordez la question sur la certification, est-ce que ceci remet, vous ne voyez pas que cela remet sur la sellette la question sur l'état de la GECAMIN elle-même? Faudra-t-il se poser la question de savoir si cette entreprise de l'État est en faillite ou non? Bon, c'est-à-dire que, je veux dire ceci. Oui. Cette question, on peut se la poser. Oui. C'est en fait que si on accepte cette réforme fondamentale pour notre économie, fondamentale, pour contrôler le secteur minier congolais de toutes les provinces, aujourd'hui, si on vous dit, on ne sait pas évaluer combien de l'or congolais part en fumée, combien de diamants part gauche à droite. Il faut contrôler ça. Pour ça, il faut une centralisation. L'objectif, c'est la centralisation de l'information. Mais il est clair qu'avant la réforme, il y a un audit qu'il faut faire pour savoir effectivement quelle est la situation réelle. Il faut un changement opéré tel que vous le dites. Oui. Mais cette question que vous venez d'aborder là a été déjà répondue de toutes pièces avec la révisitation du code minier. Non, on n'a pas répondu. Le code minier est un instrument très important, oui, qui nous permet de tirer plus de bénéfices de nos minerais, ok? Notamment en mettant ça à leur niveau. On parle de 2% à 10% pour les minerais stratégiques, par exemple. C'est très bon. Mais ça, c'est au niveau de l'extérieur, n'est-ce pas, de négociation et d'exploitation. Mais ici, nous parlons d'abord, avant d'en arriver là, de contrôler notre secteur minier pour que nous puissions en tirer le plus grand bénéfice. Aujourd'hui, on est l'objet de pillage. Mais quand le code prévoit à ce que nos minerais ne puissent plus sortir à l'état brut à l'étranger. Oui. Vous ne voyez pas que c'est déjà un contrôle. C'est fondamental aussi. Oui. Mais je veux dire que c'est pas contradictoire. La réforme nous permet de d'avoir un plus grand meilleur contrôle de notre secteur minier, par exemple, de notre secteur minier, puisqu'il s'agit de la GECAMIN, n'est-ce pas? Oui. La générale de carrière des mines. Un meilleur contrôle minier. On a alors la possibilité au Parlement de faire venir la direction, les gérants de la GECAMIN, qui peuvent être interpellés pour chacun des secteurs, n'est-ce pas? Et le Parlement congolais, c'est-à-dire le peuple congolais, peut être
informés de l'état du secteur minier et de ce que ça vaut et tout ça. Attention, lorsqu'on a évalué, qu'on a certifié, mais ça permet de savoir quel est notre potentiel. Par exemple, on évalue les réserves pétrolières des pays du Golfe à plus ou moins 18 000 milliards de dollars. Bien. On évalue les réserves minières de la RDC, de ce qui a été déjà prospecté, à plus ou moins 24 000 milliards de dollars. Donc, nos réserves minières sont plus importantes que ce que les monarchies du Golfe ont. Et vous voyez comment ils vivent dans ces pays-là, n'est-ce pas? Tout le monde va à Dubaï, tout le monde va à chose, tout ça. Donc, ça veut dire que si on termine, on poursuit cette prospection et qu'on certifie, on a donc une image plus précise de ce que pèse notre économie. Mais quand on a une image plus précise de ce que pèse notre économie, nous pouvons influencer le marché international, les bourses internationales. Nous pouvons peser parce que nous pouvons produire davantage ou moins. Et en fonction de ce que nous produisons ou que nous stoppons, nous réduisons la production, cela joue sur les cours. Parce qu'on a beaucoup de minéraux qui ne sont pas dans d'autres pays. Et en plus, vous voyez un peu que nous pouvons emprunter suffisamment des sommes importantes donc, pour financer nos infrastructures. Vous comprenez? Emprunter, ce n'est pas seulement de l'argent, c'est financer aussi par voie de troc. Mais c'est Corneille Mulumba, nous acheminons déjà petit à petit vers la fin de cette émission. J'aimerais que vous puissiez répondre à cette question, M. Corneille Mulumba. Faudra-t-il admettre aujourd'hui que la Gécamine était potentielle à maximiser? Mais puisque c'est l'objectif même de ce chapitre-là, c'est-à-dire que nous ne tirons pas suffisamment profit de ce que nous avons, parce que nous contrôlons. Encore une fois, prenons l'exemple de l'Amibar. On dit, voilà, dans le Kassai, les diamants, il n'y en a plus. Mais, en réalité, dans le Kassai, il n'y a pas que le diamant. Vous avez le cobalt, vous avez le cuivre, vous avez de l'or, vous avez du fer, vous avez beaucoup d'autres minéraux. Ça, c'est la première chose. La deuxième, le diamant même. Jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a exploité? C'est le diamant détritique, c'est-à-dire celui qui est au-dessus, qu'on peut rattraper dans les rivières ou dans le sol à petite profondeur. On n'est pas allé loin dans le kimberlitique, comme on l'appelle. On peut trouver du diamant au Canada, mais vous devez aller dans la roche en hiver, voyez ce que ça donne. Donc, nous avons très facile. Il est arrivé le temps où nous devons effectivement évaluer et certifier nos réserves diamantifères et qui sont en profondeur. Vous avez des diamants de meilleure qualité. C'est valable pour là, c'est valable pour dans d'autres provinces, parce que toutes les provinces de la RDC pratiquement sont minières. Je ne vois pas quelle province dans laquelle vous n'allez pas trouver des gisements miniers, quels qu'ils soient. Donc, contrôlons notre secteur minier. Permettons une structure comme la Gécamine transformée, la nouvelle Gécamine transformée, d'effectivement gérer. Alors vous aurez une administration stable. Ce n'est pas lié à des gouvernements, on nomme quelqu'un aujourd'hui, on enlève demain, on nomme un autre demain, on enlève. Non, non, c'est stable. Vous avez construit l'administration qui rend compte au Parlement, même 2 fois par an, ils peuvent rendre compte au Parlement, on peut l'interpeller à n'importe quel moment pour savoir qu'est-ce qu'il en est. Lorsqu'il y a des contrats, tout est centralisé, on peut le contrôler, on peut évaluer, ainsi de suite. Donc, c'est fondamental. Très bien. Mais abordons maintenant le pilier 6 de votre livre. Vous parlez des 250 milliards de dollars pour les infrastructures et des capitaux frais. Oui. Est-ce que ces montants peuvent permettre à la construction d'un grand Congo? Bien sûr, il ne s'agit pas qu'on nous prête 250 milliards. Nous évaluons les besoins, n'est-ce pas? Et s'il nous s'agit d'exploiter les secteurs miniers et que nous avons nos ingénieurs, nous allons exploiter ensemble, n'est-ce pas? Nous donnons un chiffre. Et quels sont les besoins selon vous que vous énumérez dans principalement en termes d'infrastructures, des routes, des ponts, le chemin de fer. Seulement? Non, mais ce n'est pas seulement, je dis, le chemin de fer, il est fondamental. C'est le moyen de transport pratiquement le moins cher, n'est-ce pas? Le chemin de fer, l'exploitation de notre fleuve. Allez arrêtez-vous au bord du fleuve Congo. Vous ne verrez même pas de bateaux qui passent, qui transportent des personnes. Alors que ce fleuve, c'est l'âme même du Congo qui devait nous permettre de traverser tout le pays. C'est ce qui fait la force du Congo, l'unité du Congo. Donc, avant tout, les infrastructures, d'une part, et
si nous voulons avoir une partie en liquide, c'est pour financer la relance des entreprises du secteur du portefeuille. Par exemple, on peut les relancer, on peut constituer un grand fonds comment dirais-je, de financement, pour pouvoir, de certification, pardon, pour pouvoir aider, de garantir, un fonds de garantie pour aider la création d'entreprises et donc la production locale. Donc quand on finance, oui, on produit, et quand on produit, on dégage des bénéfices, et quand on dégage des bénéfices, on rembourse la dette. Donc selon Corneille Mulumba, la construction du chantier du Second Congo nécessite qu'on puisse investir au moins 10 à 50 milliards de dollars. Je n'ai pas dit que... Non, les techniciens vont nous dire les choses. Moi, je veux dire qu'on peut aller, puisqu'on a la possibilité... Et si les gars, pourquoi mettre les montants? J'ai dit, puisque nous en avons... Non, ça ne vient pas ainsi en l'air. Compte tenu de notre potentiel économique, de valeur en minier, nous pouvons mettre la barre là-bas. Très haut. Oui. Nous avons la possibilité. Maintenant, ce n'est pas l'argent à rembourser en intérêt. Encore une fois, c'est pour le troc de nos minerais. Nous en avons en abondance. Ces minerais, nous ne les mangeons pas. Ils sont pillés, contrôlons-les, échangeons-les contre la construction des infrastructures. Mais vous ne voyez pas que dans ce contexte-là, il est plus que nécessaire de repenser cette histoire dans un contexte de mal développement d'un système capitalisme en crise, parce qu'environ une personne sur deux dans le monde vit avec moins de 2 dollars, oui, surtout en Afrique. Oui. Mais ces chiffres, vous ne voyez pas que ça sous-estime à coup sûr l'ampleur de la misère et d'un système de domination qui s'est reproduit également en Afrique à travers de telles propositions que vous donnez. Non, au contraire, ce que je propose, c'est pour en sortir. Les Congolais ont faim. Est-ce qu'on peut avoir faim en RDC? La réponse est catégorique, non. Presque 70% des jeunes Congolais sont au chômage. Est-ce qu'il peut y avoir un seul chômeur en RDC? Ma réponse est catégorique, non. Parce que nous avons un pays à construire. Parce que nous pouvons produire tout ce qui peut se produire pour consommer dans le monde. Donc, c'est pour justement lutter contre la faim, pour lutter contre la misère, pour créer des emplois que nous faisons. La RDC, il ne s'agit pas de comparer des pays. La RDC n'a pas de désert. La RDC n'est pas le Burkina Faso. La RDC est un grand que nous, Congolais, nous ignorons. Commençons par apprendre le Congo, dès la première année d'école primaire. C'est quoi le Congo? Qu'est-ce que dans le Congo? Qu'est-ce qu'on trouve dans le sous-sol congolais? Quel est le potentiel du Congo? Commençons par là. Donc nous irons loin. Très bien. Pour terminer, nous allons chuter par le pilier 7 de votre livre, où vous abordez la question sur le minerai contre infrastructure et capitaux frais. Et s'il faut... lire une petite phrase de votre pilier, vous avez parlé de la construction du Grand Congo dont avaient rêvé les pères de notre indépendance, nécessite des moyens financiers colossaux, des ressources humaines gigantesques et une véritable révolution de mentalité. Mais c'est Corneille Mulumba. Vous ne voyez pas que déjà notre pays, depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale, se débat dans des sérieuses difficultés économiques aggravées par des puissances inavouables de certaines puissances étrangères dont vous faites allusion. Mais comment rêver d'un grand Congo tel est le vœu de nos pères de l'indépendance, oui, alors quelque part, il faut des moyens financiers colossaux qui doivent être empruntés quelque part. Oui, mais nous sommes dans la situation d'un esclave. L'esclave, c'est d'ailleurs votre mot de la femme. L'esclave doit se libérer. Oui. Le monde a connu l'esclavagisme. Les Noirs se sont levés, les Noirs ont manifesté, on en a tué, mais finalement, ils sont libérés. Donc, notre problème, c'est le premier des piliers, c'est comment briser les chaînes qui nous lient. Et depuis l'indépendance qu'aujourd'hui, nous avons connu une souveraineté sur papier. Mais en réalité, nous avons continué à être dominés complètement. Une indépendance nominale, en fait. Nominale. Oui. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que maintenant, oui, il est venu, nous avons enterré le Lumumba, non? Oui. Finalement, il est revenu chez nous, non? Alors maintenant, ça doit être un nouveau départ. Maintenant, nous avons le devoir de nous libérer, d'envisager de nouveaux schémas, comment nous pouvons nous en sortir. Et nous avons le moyen de le faire. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Mais si on doit se libérer, vous ne voyez pas que cela ne doit pas rencontrer l'assentiment des Occidentaux. Et il risquerait en fait que
la liste de nos héros, telle que vous l'avez parlé de Lumumba, s'aggrave au gré des sécessions, des guerres, je pense et que des fantaisies. Nous ne sommes plus en 1885 et nous ne sommes plus non plus en 1960. Nous sommes en 2022. Mais la situation perdure. Non, mais prenons conscience, lisez le livre. Que les téléspectateurs lisent mon livre. Oui. C'est nous-mêmes que nous devons nous prendre en charge, que nous devons nous libérer, en constituant de grandes formations politiques, de grandes coalitions politiques, en nous dotant nous-mêmes de dirigeants, ne pas laisser l'extérieur nous imposer des dirigeants, en contrôlant la CENI, pour que là-bas on n'aille pas se mêler. Parce que la CENI, c'est la casserole où nous formons nos dirigeants. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Bien, donc avant tout, votre mot pour clôturer. Mot de la fin, Congolais, battons-nous pour notre souveraineté. Il est venu le temps d'être souverain. Nous avons le sol, nous avons le sous-sol et nous avons les hommes qu'il faut. Alors, battons-nous. Une fois que nous sommes souverains, nous sommes capables de changer les choses en peu de temps. Le Congo pourra épater le monde. Très bien. Pilier dynamique pour un grand Congo, c'est ça. Les livres qu'a rédigé M. Corneille Mulumba, un livre qui regorge plusieurs aspects de la vie nationale, un livre qui donne des solutions pour, en ce qui concerne le problème qu'a connu la République démocratique du Congo sur tous les plans économiques, politiques, sociaux. Alors, je recommande au public de s'en approprier pour une lecture approfondie, afin d'être édifié par rapport à la situation politique, économique et sociale de la République démocratique du Congo pour son émergence. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vous rappelle que nous avions réussi pour vous. M. Corneille Mulumba, il est analyste politique, pionnier de l'Union pour la démocratie et le progrès social, auteur du livre Pilier dynamique pour un grand Congo. Avec lui, nous avions analysé son livre rédigé. On se retrouve les vendredis prochains avec un autre invité. Mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision.